J'ai connu ma grand-mère qui est née sous l'esclavage puisqu'elle est née en 1841. Ces témoignages sont des témoignages de vieux Martiniquais, parfois de très vieux Martiniquais, certains sont centenaires, qui racontent ce que leurs grands-parents, qui eux-mêmes ont vécu directement l'esclavage, leur ont dit à propos de ce drame. Ma mère que je connais, elle avait 12 ans quand l'esclavage a pris fin. On chantait Dig digidi Val de Rentoué, Dig digidi Val de Rentoué. Ces témoignages sont très émouvants et en même temps, au-delà de l'émotion qu'ils font passer, ils sont porteurs d'une vérité de l'esclavage. Ma grand-mère a connu son beau-père, donc le père de son mari, et le grand-père aussi, qui ont été affranchis en 1848. Et ma grand-mère me disait que cet homme, elle l'a connu au François, il était marin-pêcheur, il avait son canot, il allait à la pêche, etc. Et sa femme était blanchisseuse. Cette femme s'appelait Aline. On a traditionnellement défini l'histoire par opposition à la préhistoire, l'histoire commençant avec le témoignage écrit. Mais il est évident pour tout le monde qu'à l'ère de l'audiovisuel, de la télévision, du cinéma, ces témoignages rentrent désormais à part entière dans l'histoire. Ma grand-mère, elle m'a parlé de l'esclavage, mais elle n'a pas tellement vécu, mais elle m'a dit que sa mère même a vécu l'esclavage et qu'on n'était pas tellement bien, puisqu'en ce temps-là, il y avait les béquets aussi qui voient au soleil. Alors, quand ma grand-mère me parlait de sa maman, elle me disait « mon titine ». Mon arrière-grand-mère s'appelait Léontine, c'est pour l'appeler mon titine. Moi, ça veut dire maman. C'est le langage, c'est chez nous, quoi. Souviens-toi, Saint-Domingue-en-Cour, quand il fallait abolir l'esclavage, le peuple noir, croyant sous ses genoux, la liberté, la liberté, la liberté. Tima était une esclave, c'est ma grand-mère, hein? Mon arrière-grand-mère. Son mari était déjà décédé, mais elle vivait. Je l'ai connue. Je me souviens d'elle. Hein? Elle était très noire. La figure ronde, je me souviens d'elle. J'avais peut-être 8 ans. J'étais déjà, malgré mon jeune âge, assez curieux pour essayer d'interroger, d'accueillir tout ce qu'on pouvait me dire. À ce moment, malgré mon enfance, j'ai pleuré. Quand elle a voyagé, c'était dans des cales qui n'étaient même pas ventilées. Il n'y avait pas d'air. Mais puisqu'elle voyageait attachée dans les cales, en débarquant, on les traitait avec une certaine brutalité. Ils étaient, ces esclaves, au début, traités comme des bêtes. Ils n'ont jamais, c'est peut-être avec le temps, les choses se sont améliorées, mais ils n'avaient pas une liberté. Rien. On les conduisait au champ, mais elle a travaillé dans des champs de canne et de manioc. Elle ne s'expliquait pas en français. C'était difficilement, je pouvais lui arracher un secret. Mais elle ne m'a pas caché qu'elle a souffert. Mais l'essentiel pour elle, c'était d'être vivante et de pouvoir me faire
ses confidences de la vie d'un esclave. Moi, je n'étais pas très âgé, mais le peu de connaissances que je recevais au sujet de l'esclavage me choquait, et c'est un souvenir qui peut s'effacer difficilement. Il est devenu gravé, indélébile. Quand j'entends le témoignage de cet homme-là, ça me rappelle un peu les souvenirs que ma grand-mère nous racontait. Ma grand-mère qui est actuellement décédée, elle habite sur Lorrain. Et elle nous racontait qu'en fait, elle travaillait chez une béquée qui la traitait un peu comme du bétail. Et elle profitait, on va dire, de la générosité de ma grand-mère. Et ça m'a fait le même effet d'entendre le monsieur parler. C'est très dur d'entendre ça. Ça provoque de la colère, de la tristesse aussi. Quand on se met à leur place, on se demande comment on aurait fait. J'ai connu ma grand-mère qui était fille d'esclave. Son papa était esclave, la maman aussi, mais on les avait gardés. Alors elle a grandi comme ça jusqu'à l'âge de 16 ans. Elle m'a dit qu'elle regardait les patrons frapper son père ou bien sa mère, elle pleurait. Elle me disait, c'est quand les patrons avaient fini de manger et qu'on leur donnait à manger ce qu'elle ne voulait pas manger. Alors elle me demandait toujours de travailler quand il sera grand. Quand vous allez venir grand, pour qu'on travaille à l'école pour ne pas avoir misère, comme on est petit. Pourquoi, quand on est esclave, il faut qu'on soit torturé, il faut qu'on soit frappé et tout? Pourquoi? Je ne comprends pas en fait. Pourquoi faut-il mélanger ces deux choses, la torture et la soumission? On mettait des personnes dans les barriques avec des clous, et puis on monte sur un monde et puis on fait rouler la barrique. Si les Noirs eux-mêmes ont eu cette idée pensée d'utiliser la torture pour se servir, à ce moment-là, ça aurait pu être les Blancs, les esclaves. Si on reste dans le contexte d'être esclave, c'est tout d'abord se servir d'une supériorité, de peut-être les armes, de se servir des gens. Peut-être que si les Noirs avaient eu cette mauvaise idée, cette méchanceté dans leur corps, peut-être que ça serait été un inversement de la situation. Ça fait de la peine. Les gens souffrent beaucoup pendant l'esclavage. On les battait. On battait les gens. Quelquefois, on tuait les gens avec des coups. Hein. On a l'impression que c'est de génération en génération. Et la souffrance, ben, elle reste en fait. Donc, même en la regardant, il y a une souffrance. Moi, ça me touche en fait. Moi, je trouve ça vraiment prenant, je sais pas. Oui. Il me racontait comment il travaillait dur. On les envoyait dans les champs travailler, porter beaucoup de charges, nettoyer tout ce qu'il y avait autour de la maison. Ils ne connaissaient pas autrement que travailler de la terre. Elle n'a pas tellement travaillé dans la canne. Elle a plutôt travaillé dans les machines de cacao. Elle, par exemple, comme si c'est une veillée, on va éplucher les cacao. Et puis après, il y a des gens qui viennent, un grand mortier, comme si c'était une machine de bois. On fait piler comme ça. À plusieurs, on est en groupe, hein. On fait piler, et puis après, on fait passer à la chaudière, et puis pour avoir la machine de cacao même. Maman Elo avait un œil, elle ne voit pas dedans. Alors un jour, nous posons maman question sur ça. Demander pourquoi maman Elo ne voit pas dans ce œil-là. Alors maman m'a dit, c'est parce que
La maman était esclavage. Partout, elle a passé, l'enfant est avec elle. Mais un jour, elle travaillait avec un roux et l'enfant était derrière elle. Et la manche de roux frappait l'enfant, elle a percé un œil. Elles étaient obligées d'amener leurs enfants avec elles et de s'en occuper, même au travail. C'est assez difficile à imaginer par rapport aux conditions de maintenant. Rien qu'au niveau des congés de maternité, là, il n'y avait pas ça. C'est un petit peu choquant d'emmener des enfants, même des bébés peut-être au champ avec les parents. Ils auraient pu au moins faire une petite garderie pour juste les enfants, les petits-enfants. Au moins ça. Mais déjà, ils doivent travailler et en même temps s'occuper des enfants dans le champ. Donc c'est vraiment dur, j'imagine. Ma famille n'a pas raconté du tout. J'avais honte. Et je comprends ça. J'ai honte. Mais j'ai toujours su que nos grands-pères avaient été esclaves. Nous avons toujours su que notre devoir, c'était de lutter contre tout ce qui avait survécu à l'esclavage et qui était extrêmement choquant. Personne n'osait en parler chez les béquets, parce que c'était le souvenir esclavage était encore en nous. Et incontestablement, il y avait une grande méfiance à l'égard des patrons qui étaient les béquets. C'était eux. Et des oppresseurs. Et nous, des esclaves, nous sommes les fils d'opprimés. Et ça a joué un très grand rôle dans la prise de conscience du peuple martiniquais. Mon ancêtre avait des esclaves comme tout le monde. C'était général. Oui. C'est ça. Mais nous, les jeunes gens, personnellement, moi, je trouvais ça hideux, honteux. Qu'on puisse prendre des êtres humains comme nous. Hein? Quelle différence entre vous et moi? Question de peau? Quand même. C'est rien, ça. Alors ça me révoltait, vraiment j'étais révolté. Mes frères aussi. On trouvait ça, c'était pas normal. Nous avions des amis au collège, ils étaient presque tous noirs. C'était des amis. Alors quand on apprenait que leurs ancêtres avaient été maltraités, ou tenus pour rien, quoi. Ça me blessait. Vraiment, hein. Moi, ça me blessait, mes frères aussi. Je me suis dit, c'est dégueulasse. Moi, personnellement, j'avais l'idée que les béquets, en fait, entre guillemets, ils s'en foutaient de notre histoire, dans la mesure où ils voyaient encore les Noirs comme étant inférieurs. Mais il a cassé ce courant, en fait. C'est tout de même des humains par rapport à ce qu'on pourrait penser, en fait. C'est plutôt du fait de leur hiérarchie que de leur personne. Voilà, ils ont été stéréotypés, si on veut. Il y a des gens encore qui voient la supériorité des béquets sur les blancs, sur les noirs. Les béquets sur les noirs, les nègres. Ma grand-mère a toujours eu du mépris pour les blancs. Et elle ne me l'a jamais expliqué. Et mon grand-père, lui, qui était c'est pas tout à fait mon grand-père, hein, c'était le mari de ma grand-mère. Lui, il était mulâtre. Lui aussi, il avait un certain mépris pour les Blancs. Il trouvait que les Blancs étaient injustes. Je crois qu'il y a un changement, hein. Il y a un vrai changement qui s'est opéré et qu'on respecte davantage les Noirs. Mais c'est pas... On ne va pas faire entrer, c'est ça qui est malheureux, on ne va pas faire entrer un Noir dans notre famille. Voilà. Je trouve ça honteux. Il y a une de nos sœurs qui a envie de se marier, qui a reçu l'envie, enfin, qu'un Noir demande en mariage, on ne va pas l'accepter. J'aurais bien aimé essayer de sortir avec un béquet, rien que pour voir ce que ça fait. Peut-être que ses parents lui ont raconté comment c'était, et si on en discute quand on est d'accord, peut-être qu'on en saura plus. Mais après, sortir avec un béquet, c'est quelque chose qui est toujours bizarre. Du point de vue à sortir avec la femme béquet,
Moi, je pense que c'est très difficile. Entre nous, il n'y a plus de barrière. C'est clair qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais par rapport au témoignage du monsieur, on voit qu'ils n'étaient pas tous pareils. Donc, on ne va pas mettre tout le monde dans le même sac. Pour moi, je me dis que sortir avec un béquet maintenant, ou qu'un gars sorte avec une béquette, ça ne change rien. En fait, il n'y a pas de souci, en fait. Parce qu'eux ne sont pas concernés par rapport à ce qui s'est passé dans le temps. Après, c'est vrai que pour les anciens, ça sera peut-être un problème. On aura toujours peur des préjugés. Comme je suis, comme elle a dit, c'est un exemple. Entre jeunes, si on veut, on pourra peut-être essayer d'avoir... Si une négresse fait avoir un copain blanc, mais quand on regarde les anciens, on aura toujours peur des paroles. Donc on s'est dit, il vaut mieux pas essayer pour ne pas avoir de problème. Comme ça, chacun reste avec ce qu'il est. Et puis, rien que ne pas tester ou décevoir la personne, ne pas avoir honte de ce qui va se dire, ce qui va se passer. Parce que maintenant, les anciens, les ancêtres et tout, ils sont peut-être pas contents, ils auront des préjugés, ça va mal se passer. Donc, entre nous, on se dit, il vaut mieux pas tenter le mal. Dans ma famille, on n'admirait pas le blanc. C'était un monde à part. Pour ma mère, ma grand-mère, c'était une mésalliance que de s'allier, d'avoir un enfant avec un blanc. Pour elle, ça ne devrait pas être. Si bien qu'enfant, je me sentais un peu méprisée par elle. Elle disait, ah, au blanc, machin, elle n'aimait pas ça. Mais elle m'aimait, elle ne me détestait pas pour autant. C'était ça. Hein? Alors que de l'autre côté, dans la rue, à l'école, eh bien, quand on était blanc, eh bien, on était sauvés. Mais chez nous, c'était pas ça. Il y a des personnes de couleur noire que je connais et qu'on m'a montré aussi, qui renient en quelque sorte leur couleur de peau. Et je trouve ça assez décevant aussi. Ça peut être la souffrance, ça peut être aussi l'influence des autres, et ça peut être aussi une faiblesse d'esprit, par exemple. Si on considère qu'on est inférieur. Quand on disait sauver, c'est parce qu'on était plus clair, on passait mieux, on vous acceptait mieux dans les salons, même à l'école, hein. On vous acceptait mieux parce que vous aviez la peau claire, vous aviez de beaux cheveux. À présent, les jeunes, quand ils veulent sortir avec quelqu'un, ils regardent souvent les cheveux, la longueur, la qualité. Voilà, comme si c'est ça qui fait la personne. Ils disaient sauver parce que avec votre peau, vous pourriez réussir dans la vie. Ça remonte à l'esclavage. Ça voulait dire que, en étant enfant du maître, tu n'allais pas subir l'esclavage, tu t'es sauvé. Il y a des familles qui refusaient un noir pour leurs filles ou inversement. Et non, ils refusaient. Beaucoup de mariages ont été refusés comme ça, par rapport à la couleur de peau. Il y a toujours ces barrières-là, puisque peut-être que ce n'est pas volontaire, mais en fait, c'est comme ça que la société a été faite. Par exemple, les mulâtres aiment souvent rester ensemble. C'est rare de voir un nègre dans un groupe avec des mulâtres, en fait. Pour les nègres, c'est à peu près la même chose aussi. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, qu'on ne s'apprécie pas, mais en fait, c'est comme si ce sont des fondements qui sont restés toujours. Mon grand-père, c'était un mulâtre. Hein? Ah ouais. Et il ne se prenait pas pour rien. Il jouait aux cartes avec un voisin qui s'appelait Maxime. Chaque après-midi, Maxime descendait chez lui pour jouer aux cartes, mais il n'allait jamais chez l'autre. Il y a eu pas mal de jeunes qui étaient en réalité des enfants du maître, mais ils ne les traitaient pas de la même manière. Ils sont considérés comme supérieurs. Ma grand-mère, qui était, d'après lui peut-être jolie, qui lui ressemblait, je n'en sais rien, était traitée assez avantageusement. Et à cause de cela, elle était respectée de tous les autres. Si bien qu'elle s'est vantée d'être mariée vierge, ce qui était relativement rare en ce temps. Maxime était noir. Ah oui, Maxime était noir. Il n'allait jamais chez Maxime. Ça m'a trop... Pas que ça m'a trotté, mais peut-être qu'avec mes soeurs, on en a parlé, mais nous ne savions pas pourquoi. C'est après que nous avons compris, c'est parce qu'ils se croyaient supérieurs. Hein. Ma grand-mère avait un demi-frère
qui avait le surnom de Caïs. Et ce Caïs était réputé pour sa fierté. Lorsqu'il avait fait quelque chose, on lui donnait des coups de fouet, il acceptait, mais si jamais il n'avait pas reconnu que c'était lui, il refusait, il ne demandait pas pardon. Si bien que le maître disait « baille encore, baille à dernier », et ce qui signifie « donne-lui encore ». Bon. Et tout le temps qu'on lui donnait des coups, il ne demandait pas pardon. Au contraire, il a dit au maître « mangez la chair, maître, zoa kagriti ». Maître, mange la chair, mais les os resteront. Donc il avait cette réputation de fierté. Jusqu'ici, à l'école, ou que ce soit au collège, dans notre parcours scolaire, on nous a toujours présenté l'esclavage, les nègres, jusqu'ici vers ça, ils étaient bons à rien. On nous parle de fouet, de la méchanceté. Par rapport à, par exemple, ce que le monsieur nous dit pour son grand-père, ils ont montré que quelqu'un devait se montrer supérieur, soulever de l'intelligence, qu'ils ont su monter une évasion. Donc, c'est pas souvent, par exemple, dans le parcours scolaire, on ne nous parle pas de ça. Quand on était au collège, au primaire, l'esclavage était battu, côté alimentaire, c'était médiocre. Je pense qu'on aurait pu, à l'école, nous parler un petit peu plus de tous les points positifs qu'ils ont pu faire. Là, on se sent plus fiers d'être noir. On me racontait qu'il y avait des sorciers africains qui se comportaient de telle sorte que lorsque le maître faisait battre leurs femmes ou une parente personne qu'ils aimaient bien, la femme du maître recevait tous les coups de fouet qu'on donnait à l'esclave. C'est elle qui est battue, mais c'est la femme qui pleure, qui reçoit les coups. Et c'était pas du sucre sexuel, c'est elle-même qui recevait les coups. Je ne sais pas comment ils s'arrangeaient, mais les femmes sont battues, mais c'est l'esclave est battu, mais c'est la femme du maître qui reçoit les coups de bâton. Ça fait bizarre. Bon, après, c'est à toi d'y croire, ça à toi de pas y croire. En Martinique, on parle souvent de ça, de superstitions, des trucs. Moi, j'y crois. Pour venir à son demi-frère, à ce fameux Caïs, tellement énergique, il a joué un tour au maître. Quand il a appris que vers 1835, les Anglais avaient libéré leurs esclaves à Sainte-Lucie, il a manigancé une fuite d'esclaves vers Sainte-Lucie. Et un beau jour, lorsque le contremaître a sonné les cloches pour que les gens viennent au travail, personne n'est venu. Je pense que pour vraiment savoir qui nous sommes, nous, en tant que Martiniquais, c'est-à-dire notre origine, qui nous sommes vraiment, parce que dans la société d'aujourd'hui, le nègre est perçu comme quelqu'un d'inférieur par rapport aux Blancs. Je ne dis pas ça d'un propos raciste, mais je trouve que le fait de bannir l'esclavage, qui je pense qui est quelque chose de très important, pour savoir qui nous sommes vraiment, il faudrait plus en parler et donner des détails. Donc par rapport à ces témoignages, je trouve qu'il est bien d'écouter, d'essayer d'analyser et justement d'avoir un ressenti autre que, par exemple, les documentaires qu'on nous montre, qu'on nous dit oui, bon, les esclaves étaient toujours battus, etc. Donc moi, je pense qu'il est très important de pouvoir avoir ces témoignages et d'essayer de pouvoir comprendre ce que ces gens-là ont vécu, parce que je pense que c'est quelque chose de dur, comme le fait d'organiser une évasion. Je trouve que c'est quelque chose de très délicat parce qu'on est battu, on est fouetté, donc on a peur, on vit dans la peur, mais ces gens-là ont réussi à pouvoir dépasser ça et essayer d'avancer pour se libérer, parce que la liberté, c'est quelque chose de très important. Ce qu'il y a de cocasse, c'est que au moment de la vraie libération par la France en 1848, quelques temps après, voilà mon Caïs qui retourne en Martinique et qui se met à narguer le maître en lui disant « Bonjour maître, bonjour maître, bonjour maître ». Évidemment, tout le monde a été du côté de Caïs à rigoler. Souviens-toi, Saint-Domingue, Gancourt, quand il fallait abolir l'esclavage, le peuple noir, croyant sous ses genoux,
La liberté, la liberté, la liberté. Quand on a donné la liberté, elle a pris un branche d'arbre, un branche roseau des Indes. Il a pris un petit bouquet, monté sur les avec la petite bouquet qui a dit vive la liberté, vive la liberté. Il y avait un monsieur qui était un blanc. Il était tout bouclé. Et là, il s'appelait. Je vais m'oublier. L'Antique. Papa l'Antique, c'était un blanc. C'était un bon blanc de l'esclavage. Alors, la foule l'a rencontré. Et puis on a dit, l'Antique danser. Il dit, mais pas ça danser. Danser. Il dit, pas ça danser. Il dit, si nous pas danser, pas danser, nous quoi tout. Il fait tralalala, ça ne durera pas longtemps. Tralalala, ça ne durera pas longtemps. Danser, chanter, papa l'Antique. Ça me faisait rire comment on me racontait ça. Danser, chanter, papa l'Antique. Ça ne durera pas longtemps. Ça ne durera pas longtemps, ça veut dire que vous faites du bruit maintenant et il faut cesser tout ça quand même. Alors la foule essaie toujours. Ils ont toujours rencontré la sœur, une sœur en chemin. Puis il a dit, ma sœur danser. Ma sœur dit, je ne sais pas danser. Pourquoi ça danser, ma sœur? Danser, ma sœur. La sœur est restée. Mon doux Jésus, vaut mieux danser, passer, mourir. Mon doux Jésus, vaut mieux danser, passer, mourir. Mon doux Jésus, elle dit, ma sœur fait ça. Enfin, je ne connais pas vraiment son âge, mais vu qu'elle fait très âgée, c'est impressionnant. Et ça marque le côté vrai aussi de l'histoire, en fait. Sauf que, voilà, c'est le côté impressionnant des personnes âgées, en fait. Il y a plein de choses qu'elles oublient, mais cette période-là, principalement, elle l'a gardée bien en mémoire, surtout les chansons. Surtout les chansons. Moi, à mon âge, des chansons que j'ai appris au primaire, que je ne me rappelle pas, et surtout elle qui a 107 ans se rappelle des chansons, des petits couplets qu'il chantait. C'est pour montrer à quel point c'était tellement fort que c'est resté dans la mémoire. Et il y a au Vauclair, on a coupé son machin, testicule. On l'a coupé hein, parce qu'il était méchant, un blanc. Comme il faisait les enfants qu'ils ne reconnaissaient pas, ils ont voulu se venger sur ça précisément. Si lui particulièrement on a coupé ses testicules, c'est peut-être que lui il avait dû beaucoup abuser des femmes ou il y a un truc qui s'est passé qui vraiment il avait envie de particulièrement lui se mettre là lui couper les testicules. La libération est intervenue, comme nous le savons tous, en 1848. Mais dans des endroits éloignés comme le Diamant, ça n'a pas eu l'éclat qu'il y a eu en d'autres endroits. Et évidemment, les esclaves se sont trouvés libres, mais leur statut n'a pas tellement changé. Et il y a des endroits où on les a gardés comme ouvriers agricoles, d'autres endroits, on les a simplement envoyés, j'allais dire, promener. Ma grand-mère m'a dit que mon titine était une femme douce, très douce. Alors, tous ses maîtres l'aimaient. Et c'est ainsi qu'elle a connu mon grand-père. Mon grand-père était aussi douce, aussi calme. Ils ont travaillé chez le maître ensemble. Mais elle n'a pas eu le temps d'avoir eu de problème, puisque tout ce qu'on lisait, elle disait Amen. Même quand elle a besoin de l'esclavage, elle est restée chez le maître, avec sa famille, ses enfants, les enfants. Ceux qui sont partis, mais elle-même, mon titine, c'est là qu'elle est morte, c'est là qu'elle a vécu, puisqu'elle était très soumise. Ma grand-mère a été libérée, elle a reçu un nom, et ce nom, c'était le nom de la famille de sa vraie maman, Priant. Il y a encore des Priants au Diamant. Et elle a reçu le nom d'Helena Priant. Et à partir de ce moment-là, devenue libre, elle a pu s'instruire un petit peu et puis travailler pour son compte, puisqu'elle avait déjà appris à faire de la couture et le ménage, évidemment. Est-ce que le fait de changer notre nom pour nous donner d'abord un numéro et ensuite nous donner un nom que la personne même a choisi, est-ce que c'est pas une manière de nous, comment dire,
de nous mettre sur les rails du système français. Se franciser, je ne dis pas que c'est une erreur, mais en même temps, comment dire, c'est effacer une partie de soi. Depuis l'abolition de l'esclavage, quand on a ouvert les classes ici, il était interdit de parler créole à l'école. Et alors, moi, je parlais créole et la fille de l'inspecteur qui était dans ma classe, je pense que c'est elle qui avait dit à son papa que la maîtresse parlait créole. Et il avait profité de la commission paritaire pour dire devant moi, à Ménil, le secrétaire du syndicat, j'ai appris qu'il y a des institutrices qui parlent créole à l'école. Je vous demande de leur demander de ne pas parler créole à l'école, que c'est interdit. À l'école primaire, non. On nous apprenait plus justement les éléments rudimentaires, mais français, il n'y avait rien de créole en fait, c'était rien d'antillais, quoi. Quand j'étais à l'école normale, institutrice, j'ai introduit le tambour à l'école. Tout le monde m'a dit, mais quelle idée tu as eu d'introduire un tambour dans ta classe? J'ai dit, mais on introduit la flûte, le piano, mais pourquoi pas le tambour? Mais c'est parce que j'avais vu les enfants pendant la récréation qui allaient sur une boîte où il y avait des choses électriques là et qui battaient le chose. J'ai dit que ces enfants-là, ils ont un manque. Je voudrais préciser qu'en fait, notre culture consciente, on va commencer à l'oublier pour s'accoutumer à d'autres cultures, mais notre culture inconsciente qui est dans notre profond ne partira pas, parce que par exemple, même si on importe quelque chose, on remarquera qu'on le fait toujours dans une certaine façon antillaise. Donc on change qu'en surface en fait, mais en profondeur on reste les mêmes. Donc les marques de l'esclavage resteront toujours. Mais je voulais aussi préciser que quand on regarde peut-être en Amérique ou en France, on leur apprend l'histoire de leur pays. Donc eux, ils ne cherchent pas à importer d'autres cultures, ceux qu'ils peuvent apprécier. Ils peuvent apprécier les autres cultures, mais pas se les approprier. Or, nous, on nous raconte les histoires des autres pays, des autres nations, mais pas vraiment de la nôtre. Donc, on est obligé de chercher quelque chose dont on peut être fier, parce que nous, on nous a inculqué aucune fierté de notre être. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas raconté notre histoire. Les autres, où ils ont, donc ils ne cherchent pas vraiment, voilà, s'approprier la culture des autres. Mais nous, on n'a rien, donc on est comme des voleurs, en fait. Enfin, certains, pas tous. On a été élevés en quelque sorte, l'ignorance. Donc on ne cherche pas forcément à savoir toutes ces choses. Donc, en gros, c'est pas que ça ne sont pas nos affaires, mais bon, c'est que dans la société où on est là, on nous donne l'impression que ça ne nous sert à rien de savoir tout ça. À l'Éducation nationale, j'ai refusé de raconter des contes. Et la Belle et la Bête, les Cendrillon et tout ça à mes élèves. Je leur racontais l'esclavage, je leur racontais ce que j'avais lu sur les livres, comment on allait en Afrique prendre des enfants qui jouaient ou qui chassaient et qui ne revoyaient plus leurs parents. Déjà, l'école, elle devrait revenir sur ce qui s'est passé avant de pouvoir avoir un rôle fondamental. L'école était déjà censée nous parler de ce qui s'est passé. Et ainsi, après, on aurait pu voir si elle nous donnait quelque chose de fondamental, mis à part la possibilité d'avoir un travail, etc. Mais l'école devait jouer un rôle important sur ce qui s'est passé. Il y a certains professeurs qui ont envie d'en parler, mais pour eux, ils pensent que c'est un point négatif et que ça ne va rien nous apporter. Mais je pense qu'il faudrait en reparler de l'esclavage. On n'en parle pas assez à l'école. On veut effacer ça de nos têtes, entre guillemets, ou bien on ne veut pas nous relater ces faits-là, en voulant nous dire que ce ne sont pas, enfin que ce n'est pas notre histoire, c'est l'histoire des ancêtres, mais que ça ne nous concerne pas vraiment. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Dans les familles, je ne sais pas si c'est par rapport au passé, mais
En tout cas, en ce qui me concerne, la discussion avec ma mère, c'est pas vraiment fleurissante. En fait, on se parle pas vraiment, on n'a pas l'occasion de s'asseoir là pour parler d'un sujet comme ça. Depuis que je lui dis ça, elle me dit qu'avec sa mère, c'était la même chose. Non, j'en parle pas avec mes grands-parents parce que pour eux, c'est un événement. Comme ils disent, pour certaines personnes, c'est oublié, donc on n'en parle plus. Donc après, de moi-même, je vais chercher, mais je n'en parle pas avec eux. J'ai pas fait comme le monsieur, j'ai pas été très curieuse. Je pense qu'actuellement, les parents, soit ils ont honte de parler de cette histoire, ou bien une peur, ou bien ils préfèrent éviter le sujet, parce que c'est quand même honteux de penser que pendant un temps, les Noirs ont été traités comme des bêtes. Ça, c'est un petit peu, moi je trouve ça un petit peu honteux. Donc faire savoir à ton enfant que pendant un moment, tu étais traité comme un objet, c'est pas tellement bon à dire en même temps. Surtout que maintenant, nous sommes dans une île où il y a des blancs, il y a tout le monde, quoi. Se sentir inférieur à d'autres, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu dur quand même. Le silence de l'éducation nationale a en quelque sorte entraîné le silence des familles. Puisque comme on vit dans le temps, on est baigné dans le temps, on vit avec ce qu'il y a, donc on ne peut pas forcément contourner tout et puis installer d'autres trucs qui ne sont pas installés par l'éducation nationale même. Donc ce ne sont pas les mêmes silences, mais l'un a entraîné l'autre. C'est pas la même chose. Le silence des familles, c'est plutôt pour éviter d'en parler, aller de l'avant, évoluer. Et puis le silence de l'éducation nationale, c'est vraiment pour aller, enfin pour oublier quoi, pour cacher, vraiment cacher quelque chose de grave. La faute à qui? Bon, je sais pas la faute à qui, mais par exemple les parents, je pense qu'ils n'ont pas voulu donner aux enfants une image de l'esclavage parce que je pense que comme il s'agit de quelque chose de très dur, je pense qu'ils ont voulu nous cacher certaines vérités. Et comme aujourd'hui on a 18 ans et qu'on est grand, on doit prendre nos responsabilités, je pense que c'est à nous de chercher et de voir ce qui s'est vraiment passé. On m'a pas parlé de ça non plus en classe, hein. D'esclavage, non. Sans moi, même fur et à mesure, je cherche comment l'esclavage était décédé. Ça. Quand j'étais plus jeune, j'allais me promener, en fait, de faire sortir, comme à présent. C'est pourquoi que je connais là où se trouvaient les champs d'esclavage, je ne me rappelle pas. Alors j'ai vu là pour voir comment ces personnes-là voyaient la misère. Je me suis promenée, j'ai vu là, les personnes ont fait un mail, les personnes le soir, le matin, pour lui donner des coups. Et quand je dis ça, ça me fait mal. C'est très rare de voir une personne âgée pleurer, c'est extrêmement rare. Et avoir pleuré comme ça, on repense à l'esclavage, ça fait vraiment, enfin, on sent sa douleur. Ça m'a fait de la peine en fait, je suis touchée de ta réaction. Une femme qui n'a même pas vécu cela, on remarque que ça la saisit, ça la touche de voir à quel point on était maltraité, qu'on était battu, frappé. Moi, ça me touche dans la mesure où, même n'ayant pas vécu, nous sommes encore outrés par cette situation. Je trouve ça surprenant, entre guillemets, puisque elle n'a pas été informée, tout comme nous, en fait. Et en faisant des recherches ou bien en apprenant certaines choses, ça la touche beaucoup plus que nous-mêmes, ça nous touche. Et elle n'a pas connu ça comme nous. Alors ça me donne l'impression d'être insensible. Mais en fait, bon, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais je ne sais pas si c'est ça ou bien si c'est l'ignorance qui fait ça. Mais bon, voilà, quoi. Ça m'est jamais arrivé de pleurer pour ça, pour ce genre de choses. Quand on voit tout ça, l'émotion qui est dégagée et tout, en fait, on se dit qu'en quelque sorte, en fait, on se demande qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter tout ça, en fait. Pourquoi cette méchanceté, cette violence envers des gens qui ne vous ont rien fait, qui ne vous ont rien demandé, en fait? Ah, mon Dieu, toutes ces choses-là me font frémir.
J'aime bien entendre ce qui est bon, mais pas ce qui est mauvais. Enfin, tous ces gens qui ont pris des fortunes, c'est le sang des malheureux. Je le dis ça. Elle m'a dit, on allume le feu, mais il faut toujours se méfier du charbon qu'on voit qui éteint. Ne te fie pas sur un morceau de charbon qui a de la cendre dessus. Je disais ça tout le temps. Pas quitter puis on laisse ça. Parce que ça n'a ni différent. On ne peut pas passer sous l'esclavage parce que c'est encore quelque chose de présent. Si on a encore touché, si on en pleure encore, c'est que vraiment c'est quelque chose qui ne part pas. On ne peut pas dire on passe un trait sous l'esclavage parce qu'il y a des gens encore qui souffrent de cela, qui trouvent que c'est quelque chose de vraiment c'est dégueulasse. Moi je trouve ça dégueulasse parce que de voir jusqu'à maintenant des gens souffrir de ça, c'est que vraiment c'est quelque chose qui a marqué, quoi. Il faut connaître son passé et je pense que ça devrait être un devoir de justement savoir d'où l'on vient. On ne peut pas parler de culture, on ne peut pas avancer une culture si on ne sait pas d'où elle vient. On peut parler de Bel et tout ça, mais si on ne sait pas d'où vient le Bel et quelle signification que ça peut avoir, on peut s'habiller en madras, tout ça, mais c'est sans nature, quoi. C'est juste une apparence, mais on ne sait pas comment expliquer ça. Voilà, on avance une œuvre d'art, mais derrière, il n'y a eu aucun esprit de création, il n'y a eu aucune recherche, quoi. C'est sans vie, quoi. J'ai retrouvé aux archives cet acte. Il a été fait au Robert le 21 juillet 1849. Et là-dedans, ils disent que le citoyen, on l'appelait citoyen pour la première fois, le citoyen émilien, né dans la commune du Marigot, âgé d'environ 23 ans, fils de feu Joséphine, donc Joséphine c'était sa mère, malheureusement je n'ai rien eu là-dessus, domicilié au Robert et inscrit précédemment au registre matricule des esclaves sous le numéro 2504, s'est présenté devant nous et a reçu les noms et prénoms de Hannibal Émilien. Et à ce moment-là, il était devenu un homme libre. Et c'est à partir de cela qu'il était devenu un petit commerçant au Robert et que par la suite, en 1867, il sait qu'il y a un îlet qui se vend sur le Robert, l'îlet à l'eau, et que sur cet îlet-là, il y a un four à choux. Donc, il avait un petit peu d'argent, il achète cet îlet et cette chaux a été vendue soit aux agriculteurs pour traiter les champs de canne, aux usines pour pouvoir désinfecter, et puis c'était un peu le ciment de l'époque. En recherchant le titre de propriété, quelques années après, j'ai retrouvé aux archives des actes de béquet, des actes des transactions entre des gens où il servait de témoin dans cet acte-là. Et là, c'est là que j'ai un peu su qu'il était quasiment, enfin je dirais illettré, puisqu'il disait qu'il ne savait pas lire et écrire, et il signait avec une petite croix. Mais je pense que c'était un gars assez intelligent, puisqu'il était arrivé à acheter un îlet, à bien l'exploiter et à faire les choses en bonne et due forme, puisque 50 ans après, nous sommes encore même plus ça fait 180 ans que nous sommes sur l'îlet, propriétaires de l'îlet, et tous les descendants n'ont jamais laissé l'îlet, on est toujours resté sur cet îlet-là. J'avais commencé des recherches sur mes ancêtres en posant des questions à mon aïeul, qui est montré récemment, qui avait 109 ans. Le problème, c'est qu'elle ne s'en souvenait pas très bien et que c'était assez flou. Et vu que j'étais plus jeune, donc j'étais au collège, donc j'ai pas cherché à approfondir, mais en voyant ce qu'on peut recevoir comme information en allant à la mairie, je vais chercher. Dans ce classeur, j'ai réuni tous les documents que j'ai pu trouver concernant les ancêtres, et notamment les ancêtres esclaves. Et sur cet acte, il est précisé « né en Afrique ». Donc Aline a fait le voyage, enfin elle a subi la capture en Afrique, elle a subi le voyage, elle a subi l'esclavage et elle a pu être affranchie en 1848. Donc elle a vraiment été, si vous voulez,
En une seule personne, elle a tout vécu. Moi, j'ai toujours su que l'esclavage existait et que j'avais des ancêtres esclaves. Ça ne m'a jamais posé de problème, si vous voulez. Mais pour moi, c'était une histoire, voyez. Et quand je suis tombée sur cet acte d'individualité dans les registres, alors là, ça a été quelque chose d'épouvantable. Je me suis sentie vraiment... J'ai été glacée, j'ai eu des frissons. C'est là que j'ai senti vraiment que... il y avait quelque chose. Vous voyez, ce n'était plus de l'histoire. C'était quelqu'un de ma famille, c'était quelqu'un qui avait vécu cette souffrance et vraiment, j'ai presque ressenti, je ne pouvais pas ressentir la même souffrance, mais bon, ça a été quelque chose de très, très fort, très, très, très fort. C'est comme, comment dire, un héritage. C'est un héritage qu'il faut transmettre. C'est comme quand on a... une fortune dans la famille, on veut forcément que ce soit dans la famille ça tourne quoi, que ça parte des enfants aux petits-enfants, aux arrière-petits-enfants, et ben c'est pareil pour le témoignage, hein, c'est comme un objet ou c'est un héritage qu'il faut transmettre pour pas que ça se perde, que ça soit toujours vivant dans l'histoire du futur et du présent. Le fait d'avoir fait toutes ces recherches me permet un peu de voir un petit peu le parcours de... Bon, son parcours, je ne vais pas dire que c'est un parcours exceptionnel, mais le parcours au moins d'un esclave qui est arrivé quand même après sa période d'esclavage. Bon, il est quand même resté 23 ans esclave. Après sa période d'esclavage, il a pu se prendre en main, fonder une famille, avoir sa descendance, avoir un métier qui lui a permis de bien vivre. Et maintenant, c'est pour nous une fierté de voir qu'un esclave nous a laissé un bien qui est inestimable. Ce que je retiens de ma grand-mère, c'est surtout sa dignité. C'est une personne, je ne sais pas si c'est parce qu'elle a été esclave et qu'elle avait accédé à la liberté, mais c'est une femme qui était très digne et une certaine fierté. Ma grand-mère, elle parlait de Monditine, mais pas tellement. Elle aimait beaucoup Monditine, mais elle aimait, et puis elle la voyait tellement douce, puisqu'elle sent à sa place. Personnellement, son caractère, elle n'aurait pas vécu comme elle. Elle était plutôt... ouais, elle était plutôt sous ses goûts, mais Monditine, non. Tout ça, mais oui, mais qu'est-ce que ça fait? Ça ne fait rien. Pour moi, on n'en serait pas là aujourd'hui si nos ancêtres n'avaient pas, comment dire ça, n'avaient pas eu cette envie de se surpasser. Moi, j'ai connu des béquets qui étaient très bien. J'ai eu comme à l'école primaire des quantités de camarades béquets. Et puis après, ils étaient comme ils étaient. Hein. Non, il n'y a pas eu de haine de race telle, mais en tout cas, le souvenir de notre histoire, nous en avions conscience. Et les béquets, on voyait bien qu'ils étaient riches, ils avaient des moyens, ils avaient des chevaux, ils avaient des voitures, et que les nègres étaient, eux, les travailleurs, ils étaient ouvriers agricoles, très souvent pauvres, d'autres moins pauvres, mais enfin, nous savions qu'il y avait une différence. C'est un homme à qui on doit beaucoup de respect, en fait, parce que c'est lui qui en quelque sorte, nous a donné notre image de nous-mêmes, qui nous a fait sortir un peu de cet état miséreux dans lequel on était. Je trouve que c'est un grand noir. Il faut connaître l'histoire du peuple martiniquais. C'est un peuple qui s'est constitué au fur et à mesure et un pays qui s'est constitué sur la base de l'oppression, mais et en même temps de la volonté du peuple qui a voulu se libérer de cet esclavage qui était à l'état premier. Souviens-toi, Saint-Domingue, Gancourt, quand il fallait abolir l'esclavage, le peuple noir, croyant sous ses genoux, la liberté, la liberté, la liberté.